Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire. Et pour nous accompagner ce matin, Loïc Prudhomme, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député La France Insoumise de Gironde. Vous nous direz ce que vous pensez de la réforme de l'assurance chômage qui a été détaillée hier. Est-elle juste ou stigmatisante pour les chômeurs? Vous nous donnerez dans quelques instants votre avis. Et puis Stéphanie Despierres nous rejoindra pour la revue de presse. Elle a lu les quotidiens pour nous et à la une du Figaro, notamment ce matin, l'appel des centres intellectuels contre le séparatisme islamiste. À 9h, Gilbert Collard, député Front National du Gard, nous rejoindra. Est-il prêt à voter la réforme de l'assurance chômage qui prévoit un contrôle accru des fraudeurs? Soutient-il la réforme du rail ou la grève des cheminots? Pour quelle dose de proportionnel plaide-t-il dans la réforme constitutionnelle? Enfin, Vladimir Poutine est-il un modèle de démocratie, comme le souligne le communiqué du FN? Nous allons entre autres lui poser toutes ces questions. Et puis si vous aussi vous souhaitez l'interroger ou tout simplement participer à cette émission, vous le savez, rendez-vous comme chaque jour sur Twitter et avec le hashtag Polmat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mardi 20 mars. La loi de programmation militaire à l'épreuve de l'hémicycle, le projet 2019-2025 prévoit un effort d'ampleur, 295 milliards d'euros sur 6 ans. L'objectif est de porter à cet horizon les dépenses de défense à 2% du PIB. Le budget va bénéficier d'une hausse d'1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022 et de 3 milliards par an ensuite. Des sanctions multiples contre les fraudeurs de Pôle emploi. Elles seront allégées en cas d'absence. Ces indemnités à un entretien est fortement alourdies pour ceux qui ne cherchent pas de travail. L'indemnisation pourra être définitivement amputée au deuxième et troisième manquement. Le projet gouvernemental assouplit aussi l'offre raisonnable d'emploi. L'ambition d'Emmanuel Macron pour la francophonie en cette journée internationale. Le président présente sa stratégie pour faire rayonner le français. Il prononcera un discours à l'Institut de France devant les membres de l'Académie française et quelques 300 jeunes. Objectif, passer de la 5e à la 3e place des langues les plus parlées au monde. Et puis avant de commencer cette édition, cette information qui nous parvient de nos confrères du Monde, c'est la mise en garde à vue de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il est actuellement entendu dans le cadre du financement libyen de la campagne de 2007. On commence à présent avec notre dossier du jour et avec le gouvernement qui s'attaque à la lutte contre les fraudeurs. Ces demandeurs d'emploi qui ne recherchent pas activement de travail, ils verront leurs sanctions alourdies, voire amputées en cas de récidive. Les associations de défense des chômeurs dénoncent une stigmatisation. Félix Suel. Bonjour monsieur. Je vous appelle concernant un questionnaire de contrôle de la recherche d'emploi. Appeler pour contrôler. Voici la mission de Claudine, conseillère chargée du contrôle des demandeurs d'emploi. Elle reçoit des listes de chômeurs choisis de manière ciblée ou aléatoire. Ces derniers doivent alors répondre à des questionnaires et envoyer des justificatifs, au cas par cas. Quoi qu'il arrive, on essaye de ne pas être dans le jugement, c'est-à-dire qu'il nous faut des faits. Il me dit j'ai pas reçu le questionnaire, par principe je le crois. C'est pas, il n'y a pas de jugement de cet ordre-là. Néanmoins, on posera d'autres questions, je poserai d'autres questions pour ainsi lui demander, comme je viens de le dire, des justificatifs sur sa recherche d'emploi. Aujourd'hui, il y a 200 agents comme Claudine en France. En 2020, ils seront 5 fois plus nombreux. Autre nouveauté, si le chômeur n'arrive pas à prouver qu'il recherche un travail, il verra ses droits suspendus pendant 1 mois, contre 2 semaines aujourd'hui. À partir du second manquement, la suspension sera aussi plus longue et l'allocation définitivement amputée. De très mauvais signes pour les associations de chômeurs. La première préoccupation des chômeurs, c'est de retrouver du travail. Donc ils n'ont pas du tout besoin qu'on les prenne par la main et qu'on fasse des pressions. Si on fait des pressions, c'est pour qu'ils acceptent des boulots mal payés ou précaires. D'autres sanctions seront par contre allégées, comme l'absence à un entretien ou le refus de formation.
Pour ce dernier, la sanction prévue était de 2 mois de radiation. Demain, elle sera de 15 jours. Loïc Prudhomme, merci d'être avec nous, député La France Insoumise de Gironde. Est-ce que cet arsenal de sanctions vous paraît équilibré ? En fait, je trouve que c'est vraiment insupportable cette chasse aux chômeurs, montrés comme des fraudeurs en puissance. Il faudrait déjà effectivement rétablir les faits aussi. L'assurance chômage distribue aujourd'hui 33 milliards d'euros d'allocation chômage. Et sur cette somme, 0,5%, je dis bien 0,5%, sont concernés par ce qui peut être appelé de la fraude. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait anecdotique. Donc, que les associations le disent bien, ce dont ont besoin les demandeurs d'emploi, c'est pas tant de contrôle, mais surtout d'emploi. C'est qu'aujourd'hui, les emplois... Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont non pourvues. Il y en a très peu, Quand vous êtes aujourd'hui demandeur d'emploi, vous avez 157 000 offres sérieuses et sur des durées un petit peu longues. Ça veut dire que vous avez une chance sur 42 de pouvoir trouver du boulot. Donc, en fait, c'est de ça dont il faut qu'on parle. C'est de qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour remettre un volume d'offres d'emploi et de l'activité dans ce pays, mais pas aller chercher des poux dans la tête aux gens qui seraient des fraudeurs parce qu'ils ont oublié de pointer. Aujourd'hui, moi, pour autant, est-ce que c'est quand même pas normal ? Non, mais pour moi, aujourd'hui, les plus grands fraudeurs que je connaisse, ils fréquentent pas les couloirs de Pôle emploi. Ils fréquentent les couloirs feutrés et les salons dorés et les cocktails. Donc, mais est-ce que sanctionner les fraudeurs, c'est pas aider finalement les chômeurs, ceux qui, eux, recherchent activement un emploi, ceux qui, eux, se présentent effectivement au rendez-vous de Pôle emploi ? Ça n'a aucun lien, ça n'a franchement aucun lien. On mette des agents de Pôle emploi, effectivement, pour améliorer la prise en charge, le suivi des demandeurs d'emploi, oui, mais pour aller chercher 0,5% de soi-disant fraude, c'est vraiment, c'est absolument inique et c'est stigmatiser les gens qui aujourd'hui n'ont qu'un but, c'est de retrouver un emploi durable et stable. Là, vous voyez qu'il y a des sanctions qui sont alourdies, effectivement, pour ceux qui ne recherchent pas activement, mais il y a aussi des sanctions qui sont réduites pour ceux, par exemple, qui oublient de se présenter à un rendez-vous. Bon, eux, au lieu d'un mois, finalement, ils n'auront que 2 semaines de sanctions. Donc, est-ce que finalement... il n'y a pas des sanctions qui sont adaptées en fonction des cas précis de chacun ? Mais tout ça, c'est que du marketing pour faire accepter cette idée que les chômeurs seraient des fraudeurs. Moi, je voudrais vraiment insister là-dessus. Il faut qu'il y ait des emplois qui soient créés. Les fraudeurs, ils sont ailleurs. C'est ce que je vous disais en introduction. Vous prenez, par exemple, le crédit d'impôt recherche, 5,5 milliards d'euros distribués pour des entreprises qui n'ont créé aucun emploi, qui ont juste passé leurs effectifs à effectifs constants vers de la recherche et du développement, pour toucher 5,5 milliards d'euros de crédit d'impôt recherche. Donc là, il y a des gisements d'emploi. Ou si vous voulez que l'on contrôle de l'argent public, alors contrôlons les 20 milliards, 1% du PIB de CICE, qui sont distribués tous les ans aux employeurs, aux grands patrons, et qui pourraient créer, excusez-moi du peu, 500 000 emplois au salaire médian aujourd'hui en France. Donc là, voilà, des choses où on peut mettre des effectifs et aller chercher l'argent qui est mal utilisé. Après, on pourra, si vous voulez, aussi parler de la fraude fiscale. Je reviens sur l'arsenal de sanctions, mais est-ce qu'un contrôle plus important peut remotiver certains demandeurs d'emploi dans leur recherche ? Mais c'est un fantasme de croire que les gens ne sont pas motivés. Personne, enfin, les gens du gouvernement... On peut être désespéré au bout d'un moment sans être forcément un fraudeur. Mais... Alors je suis d'accord, on peut être désespéré, c'est ce que je vous disais, il faut donc accompagner les demandeurs d'emploi et les aider plus, mais les gens ne sont pas des fraudeurs en puissance, c'est absolument c'est une légende, c'est un fantasme. Les effectifs de Pôle emploi vont être multipliés par 3. Est-ce que pour vous c'est quand même une bonne chose ? Parce que ça peut aussi aider pour accompagner justement les demandeurs d'emploi. Oui, bien sûr, si les effectifs sont utilisés à bon escient pour accompagner les demandeurs d'emploi, faire des recherches, aider à faire des recherches de nouveaux postes de travail et prospecter les entreprises, oui, bien sûr, c'est utile. Mais si c'est pour aller stigmatiser encore les gens qui sont déjà dans une galère, non, ça n'est pas raisonnable. Pôle emploi devra aussi trancher sur les sanctions à donner aux demandeurs d'emploi qui ne respectent pas les règles. Avant, c'était le préfet. Est-ce que pour vous, il y a un mélange des genres ? Le préfet le faisait très rarement, hein, donc ça n'est pas d'actualité. Mais
Bon, sur les sanctions, moi je le répète, ça représente vraiment. Enfin, je ne comprends pas qu'on passe des heures à discuter de ça. C'est vraiment anecdotique et il faut prendre cette affaire de l'emploi par l'autre bout, c'est-à-dire la création d'emplois. Je vous disais que aujourd'hui, quand vous êtes chômeur, vous avez une chance sur 42 parce que les offres d'emploi n'existent pas de trouver du boulot. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut relancer l'activité, relancer l'économie et pas seulement montrer du doigt pour ce que disait aussi ce responsable d'association. C'est au final tenter d'obliger les chômeurs à prendre les boulots les plus précaires et les plus mal payés. Voilà aussi quel est l'objectif derrière cette mesure. Ça veut dire quoi, qu'on se dirige vers des mini-jobs à l'allemande en France ? En gros, c'est le modèle que le patronat français rêve de mettre en place. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, bien sûr, c'est leur objectif. Et ils ne veulent surtout pas que l'on parle de leur responsabilité, eux, en tant que grands patrons, de créer de l'emploi. On voit aujourd'hui, on bat des records de dividendes, 93 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40, 45 milliards de dividendes distribués en 2017. On est les champions d'Europe, mais personne ne se pose la question de la redistribution des richesses et de comment on crée de l'emploi. Alors, outre l'arsenal de sanctions dont on vient de parler, le gouvernement a dévoilé hier aux partenaires sociaux le reste de la réforme qui sera présentée mi-avril en Conseil des ministres. Parmi elles, des mesures incitatives pour retrouver un emploi. Le détail avec Elsa Mondingava. Au cœur de la réforme de l'assurance chômage, la notion d'offre raisonnable d'emploi. C'est celle que le chômeur doit accepter au risque de s'exposer à des sanctions, voire à une radiation. Aujourd'hui, elle est définie très précisément par le Code du travail. L'emploi doit être compatible avec les qualifications et les compétences du demandeur. Le salaire proposé doit être quasiment équivalent au salaire précédemment perçu et la zone géographique est limitée. Mais cette définition de l'offre raisonnable d'emploi n'est pas appliquée. Alors le gouvernement entend la remodeler en l'adaptant au cas par cas. À son premier entretien avec un conseiller, le bénéficiaire de l'assurance chômage définira les critères d'une offre raisonnable ou décente. La rémunération, la zone géographique de recherche ou encore le type de contrat accepté. Une personnalisation qui inquiète les syndicats. Tout va reposer dans la discussion entre le demandeur d'emploi à un moment donné dans sa vie et le conseiller Pôle emploi. Et on sait très bien que de ce point de vue-là, pour la plupart des salariés et des demandeurs d'emploi, il faut favoriser un cadre et des règles collectives pour faire en sorte de bien formaliser le parcours professionnel. Là, on risque de tomber dans une individualisation à outrance. Autre mesure mise en place par le gouvernement, un journal de bord pour renseigner les actes de recherche d'emploi. Une manière d'accompagner, selon la ministre du Travail, de surveiller selon certains syndicats. Ce sera une étape obligatoire pour pouvoir s'actualiser. Donc ça pose énormément de questions sur le contrôle, même si le gouvernement s'en défend, et une sorte de police de la recherche d'emploi. Dernier chantier, la gouvernance de l'UNEDIC, l'organisme qui régit l'assurance chômage. Un système paritaire aujourd'hui, c'est-à-dire géré par les partenaires sociaux. L'État entend bien y renforcer son rôle. Alors, il y a la redéfinition de l'offre raisonnable d'emploi dans ces annonces. Est-ce qu'elle est pour vous en faveur du demandeur d'emploi ? Alors, il faut déjà redéfinir ce qu'est cette offre raisonnable. Elle date de 2008. C'était une loi de M. Wauquiez, qui est un fervent défenseur du modèle social, comme tout le monde le sait. Une loi qui était non appliquée. Qui n'était pas appliquée parce que pas applicable. Elle ne l'est pas plus aujourd'hui. Comment voulez-vous définir une offre raisonnable aujourd'hui ? C'est en fonction de la situation géographique, en fonction du marché de l'emploi local, en fonction de la situation de chaque demandeur d'emploi. Donc évidemment, ça n'est pas applicable. Donc, mais est-ce qu'on peut se dire qu'accepter un emploi qui est compris entre 85 et 95% de la rémunération qu'on avait avant et dans la limite de 30 km, c'est ce que prévoit la loi de 2008. Est-ce que ça vous paraît déraisonnable comme critère ? Ça dépend vraiment du marché de l'emploi. Il y a des endroits en milieu rural, par exemple. Si vous êtes demandeur d'emploi, que vous n'avez pas de moyen de vous déplacer, comment vous faites pour aller accéder à cet emploi à 30 km de chez vous, qui des fois peut impliquer un déplacement de plus d'une heure ? Du coup, c'était bien de changer cette loi de 2008. Du coup, vous êtes favorable à ce qui vient d'être annoncé ? En fait, l'offre raisonnable, je pense que, il faut que les offres soient toutes raisonnables. C'est-à-dire que c'est le rôle aussi du conseiller de Pôle emploi, c'est d'avoir un parcours personnalisé pour chaque demandeur et que les offres qui leur soient proposées soient bien en adéquation avec leur formation, avec leur situation personnelle et professionnelle, en tant que au niveau de la formation, je parle de situation de formation, etc., etc. Donc ça, oui, c'est le travail de Pôle emploi, mais c'est sûrement pas du contrôle. Mais vous pensez qu'on va justement vers plus de dialogue, qu'on va vers plus de concertation, ou qu'au contraire, on va
forcer un peu plus, parce qu'il n'y aura pas cadre de la loi de 2008, et qu'on va forcer un petit peu plus le chômeur à accepter des situations qui parfois sont plus contraignantes. C'est évident, c'est évident. Alors Madame Pénicaud qui nous donne des leçons de maintien de ce que serait une offre raisonnable, permet de donner des leçons à tous les demandeurs d'emploi, mais franchement ça devient insupportable, quoi. Cette personne qui elle-même a travaillé pendant 2 ans chez Business France avec des salaires indécents et qui a été épinglée pour 671 manquements au Code du travail, qui va expliquer aux chômeurs ce qu'est une offre raisonnable et ce que doit être la bienséance et la préséance pour accepter un emploi. Non, je dis il y en a assez. En même temps, les seules mesures qui étaient un petit peu sociales, c'était le bonus-malus sur les cotisations patronales, et ça a été renvoyé, plutôt enterré, puisque renvoyé à des négociations. Renvoyé à des négociations d'ici la fin de l'année. Qui n'auront jamais lieu, puisque le patronat est absolument opposé à cette modulation des cotisations patronales. Et puis je pense quand même que là, dans votre reportage, vous parliez de la gouvernance de l'UNEDIC, et c'est là qu'il faut mettre aussi le doigt sur ce qui est en train de se passer. C'est que on nous a fait le sketch pendant plusieurs semaines de la suppression des cotisations salariales. Ça veut dire que l'UNEDIC, qui était une instance paritaire, cotisation salariale, cotisation patronale, et qui permettait à ces deux parties de gérer l'UNEDIC. Aujourd'hui, baisse ou suppression des cotisations salariales pour un soi-disant pouvoir d'achat augmenté. En fait, c'est une fake news, c'est une malhonnêteté absolue, puisque ça veut dire que derrière, c'est des allocations chômage que les gens n'auront plus. Mais ça remet surtout en cause la gouvernance de l'UNEDIC, puisque comme les salariés n'auront plus de cotisations salariales versées, il sera bien pratique demain au gouvernement de dire, vous voyez, il n'y a plus que les patrons qui abondent à cette UNEDIC, et donc on va reprendre la gestion en main propre de tout ce système-là, et on va pouvoir du coup passer sur une allocation qui sera vraiment minimale pour les demandeurs d'emploi, et qui du coup ne garantiront aucune sécurité sociale pour les gens qui seront en demande d'emploi. Et donc je voudrais alerter les gens qui aujourd'hui sont dans l'emploi et à qui on montre du doigt les chômeurs. Si demain vous perdez votre emploi, vous n'aurez plus accès à ces allocations chômage parce que les cotisations salariales ont été supprimées. Donc là, c'est doublement malhonnête de la part du gouvernement. C'est en plus de monter les gens les uns contre les autres, c'est que demain les salariés n'auront plus cette sécurité de l'allocation chômage. Vous restez avec nous, Loïc Prudhomme. On va poursuivre l'actualité avec la loi de programmation militaire qui est en débat dans l'hémicycle. Elle a déjà passé l'épreuve de la commission. Le gouvernement veut faire passer en 6 ans les dépenses de défense à 2% du PIB. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Loris Boischaud. Près de 300 milliards d'euros d'ici 2025. C'est la promesse du gouvernement pour les armées. La hausse sera progressive. De 34 milliards d'euros cette année, le budget de la défense augmentera de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, puis de 3 milliards d'euros jusqu'en 2025. Objectif d'ici 7 ans, atteindre un budget équivalent à 2% du PIB, un niveau fixé par les pays membres de l'OTAN. Les conditions de vie, les conditions de travail, d'exécution des missions de nos soldats sont tout à fait prioritaires. Première mesure du projet de loi, le renforcement des moyens humains avec la création de 6 000 postes civils et militaires. Le renseignement concentrera un quart des recrutements. Deuxième chantier, la modernisation des moyens matériels. Le renouvellement sera accéléré avec des armements livrés plus tôt et en plus grand nombre. Troisième axe du texte, la consolidation de l'autonomie stratégique de la France. 37 milliards d'euros affectés à la dissuasion nucléaire d'ici à 2025. Ces efforts succèdent à 10 ans de réduction d'effectifs et de diminution des crédits aux armées. L'année dernière, la baisse de 850 millions d'euros du budget avait conduit à la démission du chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers. Et il est l'heure de la revue de presse. À la une, les intellectuels s'engagent contre l'islamisme. Stéphanie Despierres nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et cette tribune des intellectuels est à lire dans Le Figaro. Oui, Le Figaro qui publie une tribune signée par de très nombreux intellectuels. C'est à la une du journal, vous allez le voir, l'appel des 100 intellectuels contre le séparatisme islamiste. Parmi les signataires, l'historien Pierre Nora, l'ancien ministre Bernard Kouchner, l'écrivain Sylvain Tesson ou l'auteur algérien Boualem Sansal, mais aussi Luc Ferry, Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy. Ils disent qu'ils sont des citoyens d'opinions différentes et très souvent opposées. Ce ne sont pas nos affinités qui nous réunissent, mais le sentiment qu'un danger menace la liberté en général et pas seulement la liberté de penser.
Le nouveau totalitarisme islamiste cherche à gagner du terrain par tous les moyens et à passer pour une victime de l'intolérance, écrivent-ils dans cette tribune. Il cite par exemple le syndicat Sud Éducation 93 qui a fait des ateliers interdits aux Blancs. Ces intellectuels affirment qu'aujourd'hui c'est un apartheid d'un nouveau genre qui est proposé à la France, une ségrégation à l'envers grâce à laquelle les dominés préserveraient leur dignité en se mettant à l'abri des dominants. Ils se posent en défenseurs de la laïcité et de l'universalisme républicain. Que chacun vive dans la loi de sa communauté ou de sa caste et dans le mépris de celle des autres, que chacun ne soit jugé que par les siens, cela est contraire à l'esprit de la République, disent-ils. Et puis toujours dans le Figaro, Stéphanie, la préparation des européennes. L'AREM accélère sur le scrutin européen, titre Le Figaro. L'enjeu est de taille pour le chef de l'État, écrit Le Quotidien, qui raconte que la première étape de l'offensive a eu lieu lundi soir dans un hôtel du 15e arrondissement, à huis clos. Le chef de file des macronistes, Christophe Castaner, a sonné la mobilisation générale devant la direction du parti et les ministres adhérents lors d'un bureau exécutif exceptionnel. C'est un défi majeur. L'objectif est d'arriver au niveau européen à faire bouger les lignes, gagner les élections pour peser au Parlement contre les forces populistes, confie Christophe Castaner. La majorité cherche à dépasser les clivages, à rassembler le camp des progressistes de droite comme de gauche, écrit Le Figaro, qui conclut que la question de la tête de liste est encore loin d'être tranchée. Quelles sont les ambitions de la France insoumise pour les européennes ? Elles sont grandes. Nous avons vocation à diriger ce pays. Donc effectivement, les européennes seront une étape, nous, sur ce chemin. Et donc oui, nous avons des fortes ambitions pour ce scrutin. Est-ce que vous avez déjà votre tête de liste ? Il n'est pas encore question de ça aujourd'hui, mais voilà, on va aussi se mettre sur ce travail dans les prochaines semaines. On poursuit cette revue de presse avec, sur le plan national, Édouard Philippe qui veut que les députés accélèrent. C'est dans Le Parisien, page 4, Matignon veut des snipers. Pas assez méchante, la majorité, écrit Le Quotidien. C'est le constat fait par Édouard Philippe. Le b.a.-ba de la politique, c'est aussi la bagarre. Il faut défendre ce que l'on fait, explique-t-on à Matignon. On n'a pas forcément pris la juste mesure de la colère qui montait, admet le collaborateur d'un ministre dans les colonnes du journal. D'après Le Parisien, Matignon assume que son gouvernement soit un gouvernement de techniciens, d'experts et affirme que c'est aux députés de monter au charbon. À ce stade, écrit Le Parisien, ils ne sont qu'une poignée à assurer le service après-vente dans les médias. Olivia Grégoire, Améline Montchalin, Stanislas Guérini, Hugues Rançon ou encore Gabriel Attal. Édouard Philippe s'est mis en tête d'accompagner ces nouveaux venus dans l'arène politique, raconte Le Parisien. Et toujours dans Le Parisien, cet article en page 5, le fisc s'intéresse aux députés et sénateurs. D'après le journal, les contrôles des revenus et du patrimoine des parlementaires se sont intensifiés en 2017 pour des soupçons de fraude, mais surtout au nom de la transparence. C'est un changement d'époque. Avant que n'éclate le scandale, Jérôme Cahuzac n'avait jamais été contrôlé, raconte un agent du fisc au Parisien. Et Bercy explique: nous avons contrôlé près de 2 fois plus de dossiers sur la période récente par rapport à celle de 2012. Pourquoi alors ? Eh bien grâce à la création en septembre 2016 de la Direction nationale des vérifications de situation fiscale, la DNVSF de son petit nom, qui est en fait le bras armé du fisc qui s'occupe des personnalités publiques. Et c'est aussi dû à l'augmentation des demandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. En revanche, on ne saura pas combien de parlementaires ont fait l'objet de redressement. Silence à Bercy, constate le journal. Loïc Prudhomme, est-ce que vous faites l'objet d'un contrôle fiscal ? Non, j'ai aucun souci de ce côté-là. Il n'y a pas de problème pour moi et mon patrimoine est tout à fait transparent et très limité. Donc voilà, j'étais un salarié tout à fait médian avant d'être député. Est-ce que certains de vos collègues vous ont fait part dans l'hémicycle, à la France Insoumise ou ailleurs, de contrôles renforcés ? Et pas à ma connaissance, je pense que tout est clair de notre côté. Mais est-ce que c'est bien, notamment, que les députés soient contrôlés, qu'on soit sûr finalement qu'on ne s'enrichisse pas à la fin de son mandat, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de lois pour réglementer tout ça ? Évidemment, la transparence est de mise et nécessaire, absolue, pour retrouver une confiance aussi de nos concitoyens envers notre action, qui est une action publique. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, je suis absolument transparent, je peux répondre à toutes les questions qui me seront posées sur mon patrimoine et l'utilisation, y compris des deniers publics.
Et puis le dessin du jour pour terminer, Stéphanie. C'est celui de CAC dans l'opinion à la une pour illustrer le fait que l'État veut reprendre la main sur l'Unédic. L'État qui enverra notamment un cadrage financier aux partenaires sociaux. Sur le dessin, on voit la ministre du Travail avec un dossier Unédic sous le bras. Elle regarde des syndicalistes vautrés dans un canapé avec des restes de bière et de pizza sur une table basse. Alors vous le voyez, il y a le MEDEF, FO, la CGT, la CFDT. Et Muriel Pénicaud, la ministre, dit « Si je participe au loyer, on va se fixer 2 ou 3 règles. » Merci Stéphanie pour cette revue de presse. On poursuit après les quotidiens avec les hebdos et surtout notre partenaire Le 1. Nous allons découvrir ensemble la une cette semaine. Pourquoi sommes-nous si fatigués? Bonjour Éric Fotorino. Bonjour Brigitte. Vous êtes directeur de la publication du 1. Bon, j'ai bien une réponse, mais vous nous parlez plutôt du changement d'heure prévu dimanche. Est-ce que cela est de nature à perturber nos organismes? Alors, d'après l'Institut national de la santé, oui, c'est vrai que 20% des Français, en moyenne, surtout les enfants, les personnes âgées, n'arrivent pas à synchroniser leurs horloges et d'une manière plus générale, on voit dans les jours qui suivent plus d'accidents de voiture, plus de suicides, on voit des épisodes dépressifs et le mal à trouver le sommeil. Mais il faut rappeler une chose, c'est que ce qui nous arrive, ça arrive depuis 1940. C'est d'un héritage de Vichy, on s'est mis à l'heure allemande, on a gagné 1 heure, on a avancé nos horloges d'1 heure à cette époque-là. On a recommencé ensuite avec l'heure d'été qui avait la première fois eu lieu en 1916, c'était pour économiser le charbon, et puis en 1976, après le choc pétrolier. Donc ces jeux avec l'heure ne sont pas nouveaux, mais c'est vrai que chaque année, ils se perpétuent, et le Parlement européen a décidé le 8 février de supprimer cette heure d'été. Maintenant, il faudra que les parlements nationaux et que la Commission européenne se mettent aussi à cette heure-là, donc c'est-à-dire ne plus changer d'heure. On change bien d'heure quand même le week-end prochain. Absolument. Est-ce qu'on dort aussi plus mal qu'avant? On dort différemment. Jusqu'au 19e siècle, c'est étonnant, mais on avait un sommeil biphasique, c'est-à-dire qu'on s'endormait, on se couchait avec le soleil, on se réveillait vers 2 heures du matin, on priait, on mangeait, on parlait. On soupait, et jusqu'à 4 heures du matin, et on se rendormait jusqu'à vers 7 heures du matin. Donc cette nuit était coupée en 2. Après, avec l'amélioration des éclairages publics, des éclairages privés, on a dormi plus tard, et on a dormi d'une seule traite, c'est-à-dire 7 à 8 heures, mais en se couchant plus tard. Alors les matinaliers ne sont pas vraiment concernés par ça. Comment le stress impacte-t-il notre sommeil? Eh bien, plus le stress diurne est important, plus l'insomnie nocturne l'est aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, on est passé d'un sommeil réparateur à un sommeil sentinelle. Sommeil sentinelle, c'est quelque chose d'un peu atavique, c'est la perception du danger. Et nos vies, souvent, nos vies modernes, sont une perception du danger plus forte, d'une précarité, de soucis qui n'arrivent pas à se débrancher pendant la nuit. Et c'est vrai qu'on a des sommeils beaucoup plus épisodiques qu'on l'avait autrefois. Donc voilà, c'est un sommeil où effectivement où le stress intervient encore. On est une sorte comme dit Pessoa, dont on a publié un poème de Pessoa magnifique qui dit « Je suis un cadavre réveillé pendant la nuit ». Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que ça impacte votre sommeil, vous, Loïc Prudhomme, depuis que vous êtes député? Oui, nécessairement, les séances de nuit impactent mon sommeil, mais pour autant, ça va, j'arrive à gérer le stress. Mais, oui, il y a du travail à faire là-dessus. Merci Éric Fotorino d'avoir été comme chaque semaine avec nous. On regarde ensemble à nouveau la une du 1. Pourquoi sommes-nous si fatigués, avec de nombreux témoignages comme d'habitude. Merci à vous et à la semaine prochaine.